Bonsoir chers supporters, bienvenue sur Débrief ASM. Alors ce soir, en compagnie de Laetitia, Fred et Quentin, on va vous proposer une interview d'un ancien joueur de Monaco. Il s'agit de Eric Marester qui nous fait l'honneur de participer pour pouvoir répondre à toutes nos questions. Alors tout d'abord, merci de ta présence parmi Ah, nous merci à vous pour l'invitation. et je laisse du coup Quentin pour les petites questions. Bon, Eric, tu vas faire place au bisutage de Débrief ASM. Non, c'est super. Alors, question. T'es prêt? Ok, allez. Quel est ton joueur préféré en activité? Mbappé, Mbappé. D'accord. Du coup, quel est ton joueur légende favori? Zizou. Alors, quel a été ton entraîneur fétiche? Alors, que tu as eu ou tu n'as pas dû, tu aurais aimé travailler avec lui? Non, je vais garder ce que j'ai eu. Ça, je vais laisser Bernard Casoni parce que c'est l'entraîneur qui a décidé de me faire confiance et qui m'a lancé dans le grand bain. Donc je garde lui, Bernard Casoni. Ok. Donc, question un peu plus personnelle. Quel a été le meilleur joueur avec qui tu as évolué dans toute ta carrière? Blaise Matuidi. Blaise Matuidi. Ah oui, oui. Intéressant, ça marche. Et du coup, comme tu étais défenseur, quel était ton adversaire le plus coriace? Tu te dis, putain, je vais l'avoir en face, je vais en chier direct. Bah, malheureusement, c'est pas un gars que j'avais prévu. C'est un gars justement qui attendait pas du tout. Et c'était à Strasbourg. Il joue à Dunkerque et franchement, il m'a mis un bouillon monstre tout le match. Il s'appelle Bilal El Hamzaoui. Inconnu, je pense, du grand public, mais moi, je le connais très bien. En plus, il habite dans le coin, là, dans la région. Et franchement, il m'a mis un bouillon monstre. Et c'est le joueur qui m'a mis le plus en difficulté. D'accord, ah, tiens. Ça marche. Ouais, non, mais c'est toujours intéressant. On s'attend toujours à quelqu'un de ultra Eh ouais, connu. tu connais. Attends, tu prépares bien et du coup, normalement, ça se passe plus ou moins bien. Mais celui-là, je m'y attendais pas et du coup, bah, j'étais pas prêt. D'accord. J'étais Bon, pas bah, prêt. écoute, c'est une question. Quelle était pour toi la plus belle équipe que tu as pu voir jouer dans ta vie? J'ai pu voir, bah, j'ai eu une grande chance et pendant mon année d'ailleurs à Monaco, j'ai été voir le Classico et du coup, bah, Barça Real, c'est là que tu vois que tu fais pas le même métier. Voilà. Donc le Barça de ces années-là, alors. Exactement. C'est le grand Barça, le grand Messi et le grand Real de Cristiano Ronaldo. D'accord. Bon, bah, ça marche. Bah, je te remercie, Eric. Il n'y a pas Merci de pour souci. l'invitation, tranquille. Pas de souci. Bien vu celui-là, je m'y attendais pas aussi bien joué. Non, ça va, allez, tranquille, ça va. Bon, bah, du coup, alors, première petite question, que deviens-tu? Écoute, je suis devenu assureur depuis, ça fait 3 ans. Je travaille à Eurosport Assure, du coup c'est l'assurance des footballeurs. C'était celle dont moi j'étais assuré pendant ma petite carrière et du coup je l'ai rejoint il y a 3 ans, on va dire tout assez logiquement, parce que bah, je connais tous ceux qui y travaillent, il y a aussi des amis et du coup bah, j'ai rejoint la société il y a 3 ans. Voilà, je travaille à Eurosport Assure. Il y a d'autres joueurs qui font partie de ce truc ou pas? Bah, on était d'ailleurs, parce qu'il y en a un qui nous a quittés cet été, mais on était trois anciens footballeurs. Tous passés, ouais, on était trois et en fait, je pense qu'on est que des anciens footballeurs. Ouais. Je peux vous les D'accord. citer. Il y a Gaël Sens, qui est notre directeur général, Ronan Lecombe, et Ah, Oui, oui, oui. ok, voilà, les trois ok, commerciaux. ok, ça marche. Alors, deuxième question, peux-tu nous faire un CV rapide de ta carrière, en fait, énumérer les clubs par lesquels tu es passé? Alors, trois clubs formateurs et où j'ai signé mon premier contrat pro. Après mes 2 années les plus importantes, comme j'ai dit, avec mon coach Bernard Casoni qui m'a lancé à Bastia. J'ai fait 2 années là-bas. Après, retour de prêt à Troyes pendant 4 ans. Après, le grand saut pour l'AS Monaco. 6 mois à Avignon. Après, 1 an à Auxerre, 1 an à Avignon et j'ai fini par 2 ans à Strasbourg. Ok, ça va. Donc, tu as été formé à l'ESTAC. Exact. Est-ce que tu as eu d'autres choix à l'époque? Franchement, pas du tout. J'ai vraiment eu pas d'autre choix. Ouais. C'est passé, je vais vous expliquer. En fait, j'ai un ami qui est toujours mon ami, qui s'appelle Karim Ziani,
qui était à Troyes, du coup, à cette période-là. Il avait signé là-bas 1 an avant moi, et son père, qui s'occupait plus ou moins des jeunes du club d'où on venait, du Racing Club de Paris, il m'avait demandé si ça m'intéressait d'aller faire un essai là-bas, parce que vraiment, j'avais pas de club, je n'étais pas spécialement sollicité à cette époque-là. Du coup, j'avais accepté, bien évidemment, de faire l'essai, et du coup, j'ai fait passé par la case essai pour signer à 3. Donc j'ai fait tous les essais il y avait des dates précises, il fallait venir faire l'essai. J'ai franchi les étapes jusqu'à la fin pour être pris à 3, mais j'avais pas d'autres j'avais pas d'autres clubs qui me voulaient. D'accord. Et comme tu es natif de la région parisienne, c'était au cas où si tu avais eu d'autres. Non, j'ai rien eu. En plus, c'est comme ça, chacun a son parcours et tout, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, le Racing, à mon époque, c'était vraiment un grand club qui faisait partie des tout grands clubs avec le Paris Saint-Germain et tout. Et tous les joueurs de ma catégorie et de ma génération, ils avaient tous des clubs, hein, du Havre, du Monaco, du Lens et tout. Et je faisais partie des seuls qui n'avaient pas spécialement de sollicitations, quoi. Donc voilà, c'est comme ça. Et du coup, bah, j'ai été chercher mon destin. Voilà, et on a en faire cet essai à 3 qui s'est bien conclu. D'accord. Bah, donc formé à l'Estac, donc tu as été prêté donc au Sporting Club de Bastia, tu es revenu à l'Estac et du coup tu signes libre à l'AS Monaco. Est-ce que tu as eu d'autres propositions avant de venir à Monaco? Des propositions, j'ai rien eu de concret. Honnêtement, quand je finis la saison à 3, donc j'étais déterminé à partir parce que j'estimais que j'avais fait le tour de 3, des montées, descentes, voilà, j'ai fait le tour, je finis capitaine et je pensais que j'étais arrivé aussi à un âge où voilà, j'avais envie de voir autre chose. Donc du coup, j'avais dit dès le début de saison à mes représentants qu'il fallait que je parte. Donc du coup, je partais sur voilà, cette saison-là, je donne tout et il faut me faire partir. Donc quand j'arrive en fin de saison, j'ai aucun club. J'ai aucun club. Voilà, mais juste moi, j'ai confiance en moi. J'ai confiance en joueur que je suis expérimenté de Ligue 2. Je vais trouver une solution, mais j'ai pas de club. Mais voilà, je décide de partir. Il y a la reprise qui se fait de tous les clubs, du coup, fin juin, comme ça. Moi, j'ai toujours rien. Je suis chez moi, chez mes parents. Il se passe rien. Et de là, bon, tu commences pas à t'alerter, mais quand même, tu dis, bon, il se passe rien. Écoute, bon, il y a un de mes représentants qui me dit, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et je sais, enfin, j'ai pas eu de source sûre, j'ai pas eu le contrat devant moi, mais il y avait 2 clubs italiens qui me suivaient. 2 clubs italiens, c'était Cagliari et Genoa. Pourquoi? Parce que là, c'était Marco Simone qui était mon agent avec un associé à lui. Ah, Donc forcément, il avait un certain réseau en Italie et aussi à Monaco. Donc j'avais rien de spécial jusqu'au jour où il m'a dit bah, écoute, j'ai Monaco, mais je sais que toi, tu avais en tête de franchir une étape, donc du coup d'aller en Ligue 1. Monaco est descendu en Ligue 2, est-ce que ça peut t'intéresser? Je dis moi en Ligue 2, Monaco, même si c'est en national, tu me dis à la Monaco, je vais à Monaco. Il n'y a pas de. Tu veux que je discute de quoi? Monaco, le petit Marester de 3, oui, je vais à Monaco. Ligue 2 ou pas, j'y vais. Et du coup, ça se fait rapidement. Quand il me parle de Monaco, je lui dis oui instantanément. Et le lendemain, ça y est, je suis parti pour signer à Monaco. Ok, ça marche. Ça marche. Bon, bah, la suite. alors du coup, bah, la deuxième année, alors il y a comment dire, il y a Ranieri, Raggi, Rivière. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bah, moi, c'était à moi assez particulier parce que la première année, comme vous le savez, elle a été assez difficile. Enfin, les 6 premiers mois, on est très très mal. On est dernier, je crois, on a 13 points. Je crois que c'était jamais vu dans le championnat de Ligue 2, alors que, bien sûr, on jouait la remontée immédiate. On avait quand même sur le papier, il faut bien le mettre sur le papier, qu'on avait une belle équipe et on s'attendait nous aussi à remonter rapidement. Ça n'a pas été le cas. Du coup, tu as l'arrivée des Russes qui viennent avec un bus de joueurs. Donc, du coup, on a tous un peu chaud pour notre place, mais c'est normal, parce qu'on n'a pas été capable, nous, d'être bons. Donc, du coup, ils ramènent du 109 pour sauver le club. Du coup, moi, dans cette période-là, j'ai quand même joué. J'ai quand même joué jusqu'à la fin de saison. J'ai réussi à maintenir ma place. Par contre, la deuxième saison, je me suis dit, là, ça va être compliqué pour toi. C'est sûr que là, ils vont te ramener du lourd et que forcément, bah, tu vas soit devoir partir ou soit accepter d'avoir un fort concurrent et peut-être beaucoup moins jouer. Et là, à ma grande surprise, ils ont recruté personne à mon poste. Donc, il y a Ranieri qui arrive, il y a encore pas mal de joueurs qui arrivent, mais à mon poste, ils prennent personne. Alors qu'il y avait la rumeur de Bofingua qui devait arriver,
Bosingwa, c'est un joueur que Ranieri connaissait, qu'il avait eu sous ses ordres. Je me suis dit, bon, lui, s'il arrive, discute pas, prends tes valises, tu peux partir directement. Et finalement, il n'arrive pas. Donc moi, je vois dans la presse, il se passe rien. Du coup, fin de mercato, il n'y a personne qui vient. Tant mieux. Du coup, moi, je me dis, écoute, tu as encore une chance de rester là et de faire tes preuves et pouvoir jouer encore à l'AS Monaco. Et là, pour le coup, vraiment jouer la remontée et le titre parce qu'on savait que là, cette année-là, on avait toutes nos cartes parce qu'on avait fait une deuxième partie magnifique et que là, ils avaient encore renforcé pour atteindre les objectifs. Donc, pour moi, voilà, j'étais content de rester. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu parce que au bout de septembre, octobre, novembre, j'avais joué tous les matchs titulaires. J'avais juste été au repos sur un match de Coupe de Ligue où il avait fait tourner toute l'équipe. Donc la plupart des titulaires, on n'avait pas joué. Et le match contre Châteauroux, je suis obligé de me rappeler, c'est son contre Châteauroux. Je suis pas dans le groupe. Voilà, je suis pas dans le groupe. Je sais pas pourquoi, je sais rien, je suis pas dans le groupe. Et en plus, je suis déçu parce que je dois jouer contre Châteauroux et j'ai un ami qui joue là-bas, qui est Claudio Beauvu. J'étais trop content de le rencontrer, j'étais fier de le recevoir à Monaco, lui à Châteauroux, c'était bien. Et finalement, je suis pas dans le groupe. Donc, je vois le match dans les tribunes. Bon, je me dis, je sais pas, on verra, peut-être j'aurai une explication à un moment donné ou pas. Finalement, j'ai rien. Aucune explication, voilà, peut-être pas dans le groupe, pas de titulaire, pas dans le groupe, et j'ai pas d'explication. Les semaines, elles s'enchaînent, elles se suivent comme ça, et je suis pas dans le groupe. À un moment donné, je me décide à aller voir le coach. Bon, mon anglais, il est catastrophique. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je demande à Bernie, Bernard Veronico, qui est le team manager. Je lui dis, écoute, viens avec moi, on va voir le coach. Je vais lui demander pourquoi, qu'est-ce qu'il te passe, en fait, qu'est-ce que je lui ai fait, qu'est-ce qui fait que je joue plus du jour au lendemain, tu vois, parce que c'est vraiment passé comme ça. Et en vrai, il m'explique simplement que ça vient du dessus. Ça vient du dessus, que en gros, on lui a fait comprendre qu'à un moment donné, Eric Maester, c'était plus assez clinquant pour l'AS Monaco qu'on voulait, qu'on désirait, et que voilà, il fallait faire la place un peu, et que du coup, voilà, clairement, on m'a fait comprendre qu'il fallait maintenant partir en tout cas. Donc ça s'est vraiment passé comme ça, je vous invente rien, je rajoute rien. Et puis forcément déçu de cette issue-là, parce que j'aurais préféré le savoir au mercato d'été, j'aurais pu trouver des solutions à cette période-là, et finalement, je me suis retrouvé coincé à finir cette première partie de saison et à ne plus jouer. Voilà. Alors retour vers le passé, la saison juste avant, très compliquée parce que du coup, à un moment, Monaco est même dernier, avant-dernier de Ligue 2 et après fait une folle remontée au classement pour terminer 8e. Mais même à un moment, on envisageait peut-être qu'on allait même pouvoir remonter en Ligue 1. Alors, est-ce que tu peux, même nous, on avait l'espoir, hein. Est-ce que Mais, tu peux franchement, vous avez eu l'espoir, on l'a eu autant que vous, hein, parce que nous, ouais, ça y est, on s'était inarrêtable. Ça veut dire que ouais. il y a un truc l'élan de tous ces nouveaux joueurs qui étaient très talentueux pour de la Ligue 2, on sentait qu'il pouvait plus rien nous arriver, vraiment. Et malheureusement, on a perdu le match après, on n'avait plus le droit à l'erreur vu d'où on partait. Il fallait tout gagner et forcément, à un moment donné, on n'a pas été capable de gagner le match qu'il fallait et du coup, c'était perdu, mais on y a vraiment cru nous aussi, hein, dans le groupe. On s'est dit, ça y est, on y va tout droit et ça sera historique. On était dernier, on va monter. On y croyait vraiment, vraiment fort. Mais bon, ça s'est pas passé comme ça, malheureusement. Et en début d'année, en fait, bon, on voit qu'il y a quand même un chamboulement dans l'effectif, hein. Il y a beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées. Comment se fait-il vraiment qu'au début, voilà, pourtant il y avait des cadres, hein, je pense à Peter Hanson, voilà, il y avait une certaine colonne. Gary Koulibaly, hein, qui connaissait la Ligue 2, Ouais, Stéphane Dumont aussi, hein, qui venait de ouais, Lille, ouais. Elstadt, qui avait quand même planté plus de 20 buts en Ligue 2. Comment se fait-il, voilà, qu'au tout début, ça prenne pas en fait? Bah, franchement, si j'avais l'explication, je la donnerais simplement. Mais honnêtement, on n'arrivait absolument pas à trouver les clés pour faire basculer les choses. À un moment donné, en fait, c'est vrai que quand tu as une équipe comme nous, on pouvait avoir, on n'a pas compensé, mais on disait, ouais, normalement, ça doit le faire et sur le papier, on est au-dessus et ça va le faire. Mais en fait, le football, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Il faut être. Ça se gagne sur le terrain et pas sur le papier. Sinon, oui, on aurait été champion même sans jouer le championnat. Il y a mon fils qui veut me faire un bisou. Donc, je vais lui On a raison. dire ça. Fais bisous à papa. Bonne nuit. Allez.
Excusez-moi pour l'interruption. Non, pas de Je souci. pas de souci. Auprès, il n'y a pas de problème. Il y a au père ou mère de famille, donc t'inquiète, on sait ce que c'est. Ouais. Bon, ça va. Non, mais parce que je l'avais prévenu que j'allais en interview et qu'il fallait qu'il se couche sans me déranger, mais au final, il n'a pas écouté. Ouais. Pas grave. On est couperai, trop y a pas mal de- vu l'âge. Voilà. Et du coup, Ah ouais, donc voilà. Du coup, en voyant cette équipe-là, bah, tous, on disait, ouais, non, ça va le faire. Comme je disais, il y avait beaucoup de renforts, des mecs qui venaient du Sud, des mecs expérimentés. Enfin, il y avait tout pour une bonne mayonnaise pour y aller tout droit. Et finalement, ça s'est pas passé comme ça. Et on n'a pas réussi à faire inverser la tendance. Loin de là, on s'enfonçait. Et franchement, on n'a pas réussi. Honnêtement, jusqu'à aujourd'hui, je suis incapable de vous dire qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas pu le faire, vraiment. Parce que cette équipe-là, pour la Ligue 2, c'était une équipe de rêve. Une équipe de rêve et vraiment aucune idée, vraiment. Vous pouvez avoir le coach que vous voulez. Franchement, ça prenait pas. Voilà, ça prenait pas. Il n'y avait rien à faire. Voilà. Donc, l'arrivée des Russes, ça a été un bonheur pour vous, pour le club, pour tout le monde, parce que au final, ils ont mis vraiment une grosse bouchée d'oxygène avec toute cette arrivée-là, avec des nouvelles règles, avec aussi des grosses primes. Hein. Je peux le dire maintenant que Ah je oui. on n'a plus rien à cacher. Ça, c'est bien quand tu fais des interviews, quand tu as de jouer au foot. On avait aussi des primes assez importantes que je pense, déjà en Ligue 2 qui n'existent pas. Et même en Ligue 1, je pense qu'aujourd'hui, ils n'avaient pas les primes qu'on a pu avoir à l'arrivée des Russes en Ligue 2. Après, je ne sais pas du tout comment ça s'est passé par la suite, mais nous, c'était hors du commun. Donc, du coup, tout cet élan-là, les nouveaux joueurs, les primes de folie ont fait qu'au final, on a forcément bien relevé la tête. Ouais. Quentin? Oui. Ouais, excuse-moi, je voulais juste, alors, petite question rapide. Étant donné, bon, il y a eu l'arrivée des Russes, tout ça. On annonce un phénomène qui arrive, ça a été le plus gros transfert de Ligue 2, c'est Lucas Ocampos. Est-ce que il t'a vraiment impressionné ou t'as trouvé plus impressionnant à l'époque? Honnêtement, franchement, c'était vraiment un très bon joueur, mais c'est vraiment pas celui qui m'a le plus impressionné. Et honnêtement, en plus, c'était un super bon gars et tout. Après, par la suite, j'ai suivi et tout. J'ai vu qu'il a quand même fait une belle carrière. Et honnêtement, moi, à Monaco, je m'attendais vraiment pas à ça par la suite pour lui, parce que pour moi, franchement, pour moi, il n'était pas impressionnant. Vraiment pas. À l'époque de Monaco, quand il arrive, il n'est pas impressionnant. Après, il a vachement progressé, parce qu'après, par la suite, ce que j'ai vu ce qu'il a fait, c'est qu'il a bien progressé. Mais à Monaco, moi, en tant que joueur et coéquipier, c'était pas le joueur le plus impressionnant. Pour vous, je sais pas ce que vous avez vu à cette époque-là, mais en tout cas, c'était pas le cas pour moi. Non, Non, mais du coup, c'est lequel qui t'a le plus impressionné, du coup? moi, c'est Ferreira Carrasco. Mm. Pour moi, c'était. Enfin, ça, c'est un joueur, quand tu le vois, tu sais que s'il fait pas le con, excusez-moi l'expression, il doit aller très haut. Voilà. Très rapidement, tu le vois. Voilà, tu le vois. On se souviendrait de son but contre Tours, je crois, la première journée de Ligue 2 de la deuxième saison. Il met un coup franc de folie. Ouais, c'est C'était un jour. En fait, il était déroutant. En plus, moi, en étant latéral droit, quand je tombe contre lui, qu'il est milieu gauche, Ouais. tu sais que tu vas passer un sale quart d'heure. Tu sais que, en plus, faut faire attention parce que c'était le chouchou à Ranieri en plus, donc du coup, fallait vraiment pas le toucher. Et non, c'est un joueur très complet. En plus, il n'était pas si costaud que ça. Il était fin, mais c'était dur de l'attraper parce qu'il allait à 2000. Techniquement, il faisait un peu ce qu'il voulait avec le ballon. Ouais, c'était gros potentiel et voilà en comparaison avec Ocampos, pour moi ça c'était bien meilleur, bien meilleur. Je rappelle nos auditeurs, en Ligue 2, c'est vrai que la première saison, donc on avait Peter Hanson, il y avait eu Afolabi également. Grosse équipe. On avait Ouais, voilà, des Veyrua. Bayura devant, t'avais encore Chris Malonga qui était là, qui était Oui. resté de la Ligue 1. Qu'est-ce qu'il t'avait encore Gary Koulibaly t'avais cité qui était un joueur expérimenté. Thomas Mangani aussi. Thomas Mangani. Non, on avait une équipe. Pour moi, c'était une équipe de rêve. En plus, quand tu arrives de Ligue 2, c'est que ces joueurs-là, la plupart, tu les as déjà vus au-dessus en Ligue 1. Moi, quand j'arrive, j'entends qu'il va y avoir Ludovic Giuli qui arrive. Qui m'a dit j'aurais joué avec Ludovic Giuli, avec ma carrière. Et derrière, ça, c'était une grosse appréhension pour moi parce que si lui, il va arriver, il va se dire, attends, lui, c'est qui déjà? Lui, c'est qui? Et voilà, et qu'il allait peut-être me prendre d'eau et tout. Je me suis complètement trompé. Comme quoi, déjà, il ne faut pas se fier aux apparences. En plus, Ludo, il a toujours eu l'image
pas du clown, mais celui qui aime bien faire rire, chambrer et Déconneur. tout. Je me suis dit, lui, il va me tuer. Et en fait, franchement, il m'a totalement régalé. Il a été très bienveillant. C'est-à-dire que c'était vraiment un exemple pour nous. Et à aucun moment, tu te dis que c'est le mec qui a joué au Barça, qui a la carrière qu'il a. C'était vraiment, il s'est mis au même niveau que nous. Et franchement, il a été top, 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 top mec. Vraiment, rien à dire. Je suis pas Et surpris une du der coup. ouais, ouais. Non, pareil. Une der Pas une surpris. dernière petite question sur la première saison. On a essayé aussi de mettre des jeunes du centre de formation. Alors je pense à Valentin Esseric, il y avait Valère Germain aussi, hein, qui avait Ouais, gagné la Gambardella, ouais, Isaac Koné, ouais. Denis Sapia aussi, Ouais, ouais. Nampalys heu, Mendy, Kurzawa. Nampalys Mendy. Ouais, 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 donc Kurzawa, qui avait déjà joué en franchement, plus en Ligue 1. une génération de folie. Moi, en plus, par rapport au club où j'avais connu, du coup, 3, on avait des petits jeunes comme Blaise Matuidi qui étaient montés, mais voilà, tu pouvais les compter simplement. Mais là, d'avoir autant de jeunes en même temps, aussi talentueux les uns comme les autres, franchement, c'était pour moi impressionnant. Et au final, quand tu regardes bien, ils ont tous fait une carrière. Donc ça, c'est très, 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 très rare de voir autant de jeunes et qui réussissent. Alors, plus ou moins bien pour certains, mais en tout cas, ils ont pratiquement tous fait carrière. Donc c'est que c'était une grosse génération. Très bien. Alors, du coup, que t'a apporté les différents coachs de Monaco entre, par exemple, Marco Simone et Claudio Ranieri, 2 coachs italiens? Est-ce que tu peux les Alors, composer? pour Marco, ça va être un peu compliqué pour moi, parce que il y a quand même l'affectif, parce que ça a été mon agent, et Marco, c'est aussi quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, que j'ai encore aussi aujourd'hui de temps en temps au téléphone. Donc, c'est difficile pour moi on va dire, de le juger en tant que coach. Moi, je le trouvais bon en tant qu'agent. En tant que coach, ça a été plus compliqué. En plus, c'est même permis en plus de me mettre sur le banc. Donc, ça a été plus compliqué. Et puis, au final, on n'a pas eu de résultats non plus. Donc, Ouais. c'est difficile pour moi de dire qu'il est bon ou pas bon. Ce qui est sûr, c'est qu'il prenait beaucoup de plaisir aux entraînements, qu'il était content de nous mettre des reprises de volée, montrer qu'il avait encore un bon pied. C'était un bon meneur d'hommes aussi. Après, en tant que coach, je pense je ne l'ai pas eu assez longtemps et pour pouvoir le juger, on va dire, en tant que coach. Après, Ranieri, c'est pareil, c'est comme il m'a imaginé un jour dire que j'allais jouer avec Ludovic Julie, je ne me serais pas permis, et dire que j'allais avoir aussi Claudio Ranieri comme coach. Ça aussi, je ne l'aurais pas mis dans ma liste. Du coup, c'est assez. Quand j'ai entendu qu'il arrivait, franchement, mon impression, elle a été vraiment terrible. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ce coach-là? Comment je vais le prendre et tout? Et franchement, en plus, il a un charisme de fou. Il a un charisme de fou. Et ce qui m'a apporté vraiment, c'est la rigueur sur le travail. C'est-à-dire que de toutes mes préparations confondues, c'est la seule où j'ai vraiment souffert, où j'ai senti que je faisais une préparation physique. Donc, il a vraiment fait à l'italienne. Tout était carré. Il n'y en avait pas un qui finissait par vomir à la fin des séances physiques. Même les échauffements, tout était carré. Il fallait bien faire les gestes, les mouvements. Franchement, il nous a appris une rigueur incroyable à l'italienne, à la Ranieri. Et franchement, sur ça, c'est le coach qui m'a le plus impressionné et apporté. Et à côté de ça, c'est un coach qui arrivait aussi à déconner avec ses joueurs. Il pouvait faire des petites blagues, tu peux passer les mains croche-pattes, enfin, des trucs qui vont pas avec le personnage. C'est vraiment un coach particulier. Vraiment un coach particulier. Vraiment. Vraiment, vraiment. Et alors, vas-y Fred. Il y a Marco Simone qui est entraîneur des féminines à Monaco maintenant. Ouais, Oui, tout à fait. j'ai entendu ça. J'ai entendu ça. Il me l'a pas dit directement, ce petit filou, mais ouais, j'ai entendu ça. C'est vrai que là, moi, je lui en ai parlé. Je lui ai dit, franchement, Marco, tu t'accroches sur il aime coacher. Voilà, il aime coacher. Moi, je pense que dans son rôle d'agent, il avait une certaine aura, il a un certain réseau qui fait il a bien fonctionné dans ce métier-là. Mais lui, ce qui lui plaît, c'est de coacher. Voilà, lui, il veut se coacher, il veut coacher. Donc, du coup, là, il passe avec les féminines. Et voilà, peut-être qu'il reviendra avec les garçons ou pas, ou chez les plus jeunes. Mais vraiment, ce que lui, il aime, c'est coacher. Donc, voilà, c'est comme ça. C'est Marco. Alors, un autre sujet, alors c'est le président russe, du coup, Dimitri Ribolovlev.
Est-ce que c'est vrai qu'il est très, très discret, hein, on va pas se mentir, hein, très, très discret. Est-ce que toi, à son arrivée lors de la première saison ou même dans la deuxième, est-ce que tu as eu un peu, voilà, affaire à lui avec le groupe, hein, je parle, et est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Est-ce qu'il fait vraiment peur ou qu'il est cool, tout Moi, ça? franchement, je l'ai trouvé très cool. Genre, il fait pas peur du tout. Je trouve qu'il a une tête de gentil. Je l'ai croisé encore dernièrement, là, quand je suis venu voir la Youth League. Il était en tribune, du coup après il est passé avec ses gardes du corps et tout. Franchement, je trouve qu'il a une tête sympa, moi, ce président. Et je le trouvais très présent. Je le trouvais très présent. Il a fait plusieurs passages, même à l'entraînement. Il passait, il venait regarder un peu. Je me rappelle du stage de préparation là, quand il y a Claudio Ranieri qui arrive. Il est venu un peu en stage avec nous, 3-4 jours. Donc non, moi je le trouvais très présent et vraiment, moi je l'ai vraiment trouvé sympa. Hein. Je l'ai trouvé sympa et vraiment pas impressionnant. Il fait pas peur, moi je le trouve pas impressionnant, non, pas du tout. Non, je l'ai trouvé vraiment sympa et présent. Parce que nous, quand on entend ce président qui arrive là, bien sûr, après dans le vestiaire, ça parle. Le russe, multimilliardaire, tout ça. Waouh, je me dis, qu'est-ce que c'est? Franchement, nous, on le trouvait cool et simple. Franchement, cool et simple. Et on le remerciera jamais autant de nous avoir sauvés aussi, sa puissance financière, c'est Ah, vrai. ça c'est clair. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Bah, dernière petite question pour ma part. Alors tu as répondu un peu à la 9e. Alors, as-tu eu des regrets de ne pas avoir joué en Ligue 1 avec Monaco? Tu sais, les regrets, déjà, je pense quand t'as été, je pense déjà footballeur, déjà, tu dois pas avoir trop de regrets parce que déjà, j'estime que c'est une chance. Peu importe la carrière que tu fais, déjà, quand tu es footballeur, je trouve que c'est bien. Moi, dans mon parcours à moi, d'avoir signé à l'AS Monaco, c'est aussi une grande chance. Donc, de pas avoir joué en Ligue 1, oui, tu vas dire, oui, j'aurais aimé peut-être, mais franchement, je le prends pas comme un regret. Non, je le prends comme une chance pour pouvoir pu jouer à l'AS Monaco, même si c'était en Ligue 2, d'avoir porté ce maillot. J'en suis fier et voilà. Et non, franchement, j'ai pas le regret de ne pas avoir joué en Ligue 1. Voilà, si c'est pour répondre clairement, si c'est oui et non, non, j'ai pas de regret. Vraiment pas. Très bien, merci beaucoup. Laetitia, je te laisse la parole. Oui, donc moi, ma première question, c'est après ton départ, as-tu gardé des contacts avec des joueurs de l'AS Monaco? Je suis pas resté très longtemps et je suis même sûr que c'est dans le club où j'ai encore plus de contacts avec les joueurs. C'est bizarre, mais je pense que oui, parce que bah, de la génération qu'on disait tout à l'heure, là, des jeunes, j'ai encore Marcel, je l'ai eu dernièrement, là, Marcel Tisserand, je l'ai eu dernièrement au téléphone. Le petit Lampaes Mendy, ça fait un petit moment, mais je l'ai eu aussi. Lévin, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. Yannick Ferreira Carrasco, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Donc, toute cette génération-là, du coup, j'ai gardé euh, une bonne relation avec eux. Et c'est bizarre parce que moi, j'étais déjà un ancien quand j'arrivais dans le stade, alors que c'était tout jeune. Et comme moi, j'étais un petit peu foufou, donc du coup, je traînais beaucoup avec les jeunes. Donc, du coup, j'ai gardé ce lien-là avec eux. J'ai Ludo, que j'ai aussi régulièrement au téléphone. Non, franchement, de Monaco, c'est le club où j'ai gardé le plus de contacts. Voilà. Chris Malonga aussi, je ne l'ai pas cité alors que je l'ai eu dernièrement. Oui. Donc, ouais, c'est étrange, mais voilà, j'ai fait qu'1 an et demi, mais voilà, c'était une aventure assez particulière hein, que j'ai vécue là-bas et du coup, bah, j'ai gardé des liens avec beaucoup de joueurs de Monaco. Ouais. Ok, bah merci. Et Donc, j'en oublie, hein, parce qu'il y en a d'autres. Hein. Faut dire, il y en a plein. Tristan Dingomé aussi, que j'ai. Oui, ah oui, 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 Zilé oui. aussi. J'ai Terence Makengo. Enfin, je suis encore en contact avec Oui. vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup de Mmh. joueurs. Vraiment. Tous les gens nous disent ça. À Ouais. Monaco, à chaque fois, ils sont liés d'amitié, ouais. J'ai pas compris. Tous les joueurs nous disent ça qu'on a interviewé. Qui Bah, restent souvent en contact après Monaco. bah, tu vois, donc du coup, bah, bah, voilà, c'est Monaco qui donne ça, ça te rapproche, ça soude les liens, je sais pas, c'est l'air monégasque, je sais pas, mais et pourtant, voilà, trois, j'ai fait bah, toute ma formation, plus 4 ans en pro, j'ai pas autant de contact avec des anciens Troyens, quoi, donc bah, c'est comme ça. bon, bah maintenant, on va un peu arrêter avec le sujet de Monaco et je vais te demander de nous raconter la suite de ta carrière. Alors, la suite de ma carrière, en partant de Monaco, du coup, bah, je trouve un accord le dernier jour de Mercato. Donc, de toute façon, ils voulaient que je parte. Donc, du coup, l'accord, il a été simple à trouver. Du coup, je pars à Avignon. Alors, je signe à Avignon. Je vous le dis, hein, et c'est comme je vous dis, c'est trop bien de rien avoir à cacher. Je signe à Avignon.
juste parce que déjà j'ai envie de retrouver du temps de jeu que j'avais plus du tout du coup à Monaco. Et j'ai ma femme actuelle qui vivait à Montpellier. Et du coup, ben, c'est aussi l'occasion pour moi de me rapprocher d'elle. Je l'ai rencontrée à Monaco le 31 décembre. Et du coup, ben, un mois après, ben, je signe à Avignon pour me rapprocher d'elle. Enfin, j'espérais peut-être pas encore que ce soit ma femme, mais en tout cas, c'est ma femme aujourd'hui. Et voilà, c'est ma femme actuelle avec qui j'ai 2 enfants. Voilà, que j'ai rencontré à Monaco. Belle Donc, C'était pour vous dire que Monaco, c'est vraiment un club important pour moi. moi, c'est bien. C'est bien. Voilà. Et quand tu es à l'Avignon, c'est Franck Dumas, ton entraîneur? Ou il était dans le staff? Alors, franchement, je suis désolé parce qu'il y a le premier coach que j'ai eu, je me rappelle plus de lui. Il est resté 2 semaines. Je me rappelle plus de son nom, vraiment. Du coup, il est resté 2 semaines. Et après, oui, j'ai eu Franck Dumas. Franck Dumas, incroyable parce que ça s'est pas bien passé avec lui du tout. Il est arrivé, il devait pas me connaître spécialement. Moi, c'était un joueur lambda et je pense qu'il savait pas qui j'étais. On lui a dit il y a un joueur qui est arrivé de Monaco, ok, donc t'arrives de Monaco, forcément t'es pas prioritaire, mais faut pas se cacher quand t'arrives de Monaco, que t'arrives à Avignon, t'es un mec qui est censé jouer. On dit pas que t'es un mec qui va pas jouer, tu vois. Du coup, donc je suis censé jouer, donc il me fait jouer les premiers matchs. On est mal classé là-bas, mais au final, on gagne les matchs et tout ça, ça revient bien. À un moment donné, il y a une trêve. Et après cette trêve-là, il me fait plus jouer. Bon, il m'explique que je fais un peu trop la fête. C'était vrai, je ne me cache pas, je faisais un petit peu trop la fête. Et que du coup, ça posait problème parce que ça parlait trop, si ça, que ça lui plaisait pas spécialement. Et c'est vrai que j'avais un concurrent qui était très sérieux, que c'est Sébastien Cantini. Il était très sérieux, qui poussait derrière. Et du coup, il a voulu on va dire quelque part, lui redonner sa chance, parce qu'il estimait qu'il méritait plus que moi. Voilà, donc au final, il l'a refait jouer. Et du coup, moi, j'ai pratiquement plus rejoué alors que j'étais censé repartir pour un peu me relancer. Du coup, ça n'a pas été le cas. Je me suis pas relancé. Bon, je me suis rapproché du coup de ma femme, ça c'était bien. Mais en tout cas, au niveau football, ça n'a pas été, la meilleure chose pour moi. Et après, bon, je ne tire pas du tout la pierre à Franck Dumas parce qu'au final, je pense que c'était vraiment de ma faute que j'avais pas mis tous les ingrédients pour pouvoir jouer tout le temps à Avignon. Et en plus, on s'est recroisé dans les tribunes de Monaco. Ça a dû lui faire bizarre parce que je l'ai pris dans mes bras directement. Parce que voilà, je sais qu'au final, si j'ai pas joué, c'était pas de la sienne, mais de ma faute, quoi. Voilà, tout simplement. Après Avignon, du coup, j'avais signé que 6 mois, parce que comme je dis, c'était vraiment pour retrouver du temps de jeu et se rapprocher un peu de ma femme. Et au final, après ça, du coup, donc après ces 6 mois, bien évidemment, Franck Dumas ne voulait pas me prolonger. Je ne comptais pas le faire non plus. Du coup, je signe à Auxerre. Et là, Auxerre, ça se fait aussi très rapidement, parce que là, je retrouve encore Bernard Casoni qui m'avait lancé à Bastia. Oui. Et c'est lui qui est coach d'Auxerre et du coup, qui se dit, je vais reprendre. Il m'appelle chinois parce qu'il n'avait jamais vu un noir avec des yeux aussi tirés. Il m'appelle chinois et du coup, il voulait reprendre chinois à Auxerre. Voilà, donc du coup, je signe à Auxerre 2 ans. Et du coup, c'est reparti. Je relance un peu ma carrière, entre guillemets. Et là encore, ça se passe pas totalement comme prévu, hein, parce que là aussi, on est censé jouer la montée, parce qu'Auxerre, ça fait, je crois, 2 ans qu'ils sont descendus. Donc là, ils veulent remonter. Ils font un recrutement pareil, un peu comme Monaco, avec pas mal de joueurs expérimentés de Ligue 2, des mecs qui sont du dessus et tout. Du coup, donc je fais partie de ces choix-là. Et malheureusement, ça se passe pas bien. Voilà, les 6 premiers mois, c'est plus ou moins correct. On est pas trop loin, c'est peut-être 6e, un truc comme ça, mais vraiment pas loin du podium. Et après, la deuxième partie, on s'écroule totalement. Ce qui fait que malheureusement, il y a Bernard Casoni qui se fait limoger. Lui, quand il se fait limoger, moi, peut-être 1 ou 2 matchs avant qu'il se fasse limoger, j'avais pris un carton rouge, où j'avais pris 5 matchs de suspension. Donc ça veut dire que le coach qui arrive, Jean-Luc Vanucci, qui arrive, il doit composer avec les joueurs qui sont là, et moi, je suis pas là. Donc du coup, il fait une équipe sans moi qui marche. Donc du coup, tu reviens, tu joues pas, puisque l'équipe elle a marché, ce qui est aussi normal. Du coup, j'ai un petit peu galéré à récupérer ma place, mais j'ai fini par la récupérer. Et après, finalement, je décide quand même de partir d'Auxerre parce que je suis plus vraiment dans le projet. Le coach, au final, il est plus là non plus. Jean-Luc Vanucci, il avait aussi dans l'idée de faire venir un nouveau joueur qu'il avait connu et d'ailleurs qui fait toujours une super carrière, qui s'appelle Ruben Aguilar. Du coup, il le fait venir lui. Donc du coup,
je sais pas comment ça se passe avec la direction, mais en tout cas, tout le monde trouve un accord. On est tous d'accord pour dire que Marestar il peut partir. On a, on va dire, la relève qui arrive. Donc du coup, voilà, je fais que une année alors que j'avais signé 2 ans et du coup, bah, je romps mon contrat. Et du coup, je me retrouve libre. Je me retrouve libre. Voilà, parce que quand je fais ça, je sais toujours pas où je vais arriver. Hein. C'est comme un peu comme 3, je dis que je pars, mais je sais pas où je pars. Et là, pareil, à Auxerre, bah, je suis plus dans le projet, pas de souci, le coach, ça lui convient pas. Ok, merci, au revoir, on serre la main et puis, et puis voilà, je pars. Du coup, ben, donc, je rentre mon contrat donc, au 30 juin. Juillet, je suis sans club. Et le 17 ou 18 août, je signe à la C Ajaccio. Voilà, donc pareil, la Chine à la C Ajaccio. Je tombe sur un coach qui m'avait connu à l'époque de Bastia, qui était chez les jeunes à cette époque-là. Et du coup, là, il était coach des pros, c'est Monsieur Braconi. Et du coup, bah, lui, il se rappelle de la bonne époque de Chinois, du coup, à Bastia. Et du coup, il a envie de me prendre à Ajaccio. Voilà, donc du coup, je signe à Ajaccio aussi pour 2 ans, le 18 août. Qu'est-ce qui se passe à Ajaccio? Alors Ajaccio, pareil. Hein. En fait, moi, dans les clubs, dans Monaco, Auxerre, Ajaccio, je vais dans les clubs où l'objectif c'est de remonter. Au final, ça se passe jamais comme ça. Mais bon, du coup, je fais partie de ces groupes-là. Donc Ajaccio, ils descendent de Ligue 1, donc ils veulent remonter immédiatement. Et au final, pareil, on fait une saison catastrophique. On se maintient, je crois, la dernière journée à domicile. Franchement, on a été zéro. Pourtant, pareil, sur le papier, belle équipe, plein de joueurs qui étaient dressés de Ligue 1. Johan Cavalli qui était un superbe joueur, Nicolas Fauvert devant, Zoubar derrière. Enfin, vraiment une grosse équipe, mais on est catastrophique. Et on se maintient à la fin. Et de là, qu'est-ce que je fais? Donc, du coup, j'avais signé 2 ans. À la fin de cette année-là qui se passe mal, j'ai donc Pantaloni qui m'appelle, premier jour de vacances. Il m'appelle et il me dit, écoute, je voulais faire un point par rapport à ça, on n'a pas le temps de se voir. Mais sache que les choses avaient un peu changé au club et je vais te ramener un concurrent. Je lui dis, il n'y a pas de souci, la concurrence fait partie du jeu. Et il me dit, je vais ramener Anthony Lipini. Ah, ouais. Je lui dis, aucun problème. Je lui dis, mais c'est une concurrence. Moi, si c'est la concurrence, c'est aucun problème, parce que Anthony Lipini, je le connais très bien. Très bon gars. C'est un bon joueur, pas de souci. Mais moi, j'ai joué à 3 avec lui. C'était ma doublure. Il n'a pas fait un match. Donc, du coup, il n'y a pas de souci. On y va. Il me dit, non, mais justement, c'est pour ça que je te préviens. Moi, quand je ramène des joueurs, comme tous les coachs, c'est pour les faire jouer. Donc en gros, je te préviens parce que je sais que je t'ai mis une fois sur le banc cette année, tu as fait une gueule jusqu'à je sais pas où. Donc je te préviens, en gros, Lipini va revenir, on veut remettre du sang corse dans l'équipe, nanana, du coup il part titulaire en gros. Et là, du coup, bah, pour moi, c'est plus compliqué à accepter parce que la concurrence, ça fait partie du jeu, mais là, du coup, pour moi, ça allait pas être une concurrence loyale entre guillemets. Le joueur il part devant toi, t'as pas. Du coup, j'ai pas accepté le deal, on va dire. Et du coup, je lui dis, bah, en tout cas, merci beaucoup. Et ça, je le remercie encore, parce que je les remercie encore après. Je lui dis, merci de m'avoir prévenu. En tout cas, je vais trouver une autre solution. Voilà, je vais trouver une autre issue et je vais aller voir ailleurs. Et du coup, bah, je pars. Au bout d'un an, je pars et je signe à Strasbourg. Voilà, je signe à Strasbourg et je finis mes 2 dernières années à Strasbourg. Le choix de Strasbourg, il a pas été si simple que ça, mais d'un côté, il a été quand même parce que j'arrivais à un âge où voilà, je me faisais plus trop d'illusions sur ma carrière. Elle était plus derrière moi que devant. J'avais envie de vivre un projet excitant. Et Strasbourg, franchement, c'était un projet excitant parce qu'ils avaient de grandes ambitions. En national, ils arrivaient à faire des guichets fermés, stade plein à domicile et tout. Je me suis dit, franchement, c'est un truc à faire. Voilà, ils ont loupé la montée de quelques points la saison d'avant. Je me dis, franchement, va dans ce projet-là. Si tu montes avec Strasbourg en national, tu vas en Ligue 2, tu es tout de suite dans un gros club de Ligue 2 parce que tu es à Strasbourg. Et du coup, je tente ce challenge. Je sais pas que c'est le dernier hein, quand je le fais, mais je tente ce challenge-là. Et au final, ben, pour une fois qu'on me prend dans une équipe pour monter, on monte direct. On monte, du coup, on finit champion de national. Et l'année d'après, champion de Ligue 2. Voilà. Donc pour une fois, sur la fin, ça a marché. Voilà. On a pris pour monter et ça s'est bien passé. Voilà.
Ok, Alors, cool. nous, on avait quand même une petite question, c'est comment s'est passée ton arrivée à Ajaccio pour les supporters, sachant que tu avais porté le maillot de Bastia juste avant? Bah, figurez-vous que ça s'est très bien passé. Parce que je pense qu'il y a eu un peu de. Il y a eu du temps entre les deux passages de club, tu vois. Je pense que si tu le fais d'une année à l'autre ou qu'il y a 2 ans, tu vois, ils sont encore à chaud et tout. Alors que là, je pense que, bon, ils le savaient, hein, forcément, mais je pense que quand le transfert il est passé, je pense que ça va. Je pense que ça va. Après, comme franchement, même si on n'a pas fait une grosse saison, moi personnellement, j'ai essayé, en tout cas, j'ai fait mes matchs et je pense qu'ils n'ont pas eu non plus grand chose à me reprocher. Et que si ça avait été le cas, peut-être que j'aurais plus senti que j'avais porté le maillot de Bastia. Mais franchement, non, ça s'est bien passé malgré les mauvais résultats. J'estime que j'ai été assez performant pour pas qu'ils me le reprochent en tout cas. Je me permets, je m'en souviens d'un match entre Monaco enfin Bastia et Monaco à Furiani, et c'était la première de Marco Simone. Oh, C'est de malade. qu'est-ce qu'il avait été chaud, chaud, chaud ce match. Ce Oh là. match-là, c'est une folie parce que c'est le premier match de Marco. Moi, j'arrive là-bas, du coup, il y a tous les Bastiais, ils sont là, ils viennent me voir et tout. Ils me disent, franchement, ils croyaient en mon éventuelle carrière, mais eux aussi, ils m'imaginaient pas sur le maillot monégasque un jour, quoi. Tu vois, on s'attendait pas à te voir là et tout. Et du coup, ils étaient vraiment contents de me retrouver là. C'était un match compliqué, je crois qu'on a fait un partout, je crois. Oui, Je crois ou qu'on a 2-2 ou 1-1, oui. 1-1, oui. un C'est partout Eric. et c'est un match chaud de fou, mais ça, c'est un match aussi, je me suis régalé de retourner là-bas. J'étais pas trop retourné. J'étais retourné une fois avec 3 en fin de saison, mais un match qui avait plus aucune valeur, on était condamnés. Et franchement, je me suis régalé de ce match-là, je me suis régalé. De retourner à Furiani, c'était bien, avec les couleurs de Monaco. C'était beau, ouais. C'était beau pour moi. Et hormis les rumeurs que tu avais entendues d'Italie, tu as eu d'autres propositions à l'étranger ou pas du tout? Pas du tout. Voilà, comme je te dis, alors, Marco, c'est quelqu'un de très droit et correct, et franchement, il me donnait vraiment les détails des échanges, où c'en était. Après, j'ai pas eu de propositions concrètes, j'ai pas vu le contrat de tel ou tel club, mais voilà, je sais que les discussions, elles étaient vraiment avancées, sauf que ça a duré un petit peu trop dans le temps, et comme je dis, tout le monde avait repris, et quand il m'a parlé de Monaco, j'avais plus envie d'entendre parler de la Série A ou de quoi que ce soit, ou d'attendre, je voulais signer à Monaco, ça y est, donc c'était réglé, mais à part ça, non, j'avais aucun club étranger, rien du tout. Et d'ailleurs, la dernière opportunité que j'ai eue après pour l'étranger, c'était donc à la fin à Strasbourg, là, du coup, quand j'arrête ma carrière, on me propose d'aller en Roumanie. Alors, j'ai rien contre le championnat roumain, j'étais même presque emballé à y aller parce que j'avais pas connu l'étranger. Je me suis dit, bah tiens, regarde, tu finis à Strasbourg, 2 fois champion, tente peut-être une dernière expérience à l'étranger. Mais voilà, pareil, ça s'est finalement même pas concrétisé. Je crois qu'à l'époque, le coach qui me voulait, il a dû partir, ou je sais pas quoi, un truc bizarre comme ça. Et finalement, ça se fait pas. Mais sinon, non, j'ai jamais eu de réelle sollicitation ou d'intérêt de club à l'étranger, ou en tout cas, j'en ai pas été au courant. Ok, je te remercie. Et puis ma dernière question, c'est peux-tu me citer le top 5 des joueurs avec qui tu as évolué? Franchement, bah déjà, je vous en ai cité pas mal là depuis qu'on discute. Et du coup, je vais vous les reciter parce que je pense que c'est difficile de faire un top 5 mieux que celui-là. Déjà, Blaise Matuidi en numéro 1, parce que bah, la carrière, pour les connaisseurs de foot que vous êtes et les auditeurs, la carrière, je n'ai pas joué avec un joueur qui a fait une plus grande carrière que celle-là. Donc je vais le mettre sur mon podium en numéro 1. Ensuite, je vais mettre Ludo. Je vais mettre Ludo parce que aussi en termes de carrière et en termes d'homme, il mérite vraiment d'y être. Il mérite vraiment, vraiment d'y être. Donc je vais le mettre en 2. En 3, je vais mettre Bafétim Bigomis parce que aussi, même s'il n'a pas fait une grande carrière internationale, il a quand même porté le maillot de l'équipe de France. Il fait une belle carrière. Moi, en plus, à l'époque où je joue avec lui, il est à 3, donc il est jeune, puisqu'il a 1 an de moins que moi, et franchement, il cartonne tout. En 6 mois prêté de Saint-Etienne, il cartonne tout, et après, il fait la carrière qu'on lui connaît. Et aussi, homme extraordinaire, j'étais avec lui il y a quelques semaines encore, c'est un homme exceptionnel. Et honnêtement, pour les joueurs comme lui, comme pour Ludo, j'estime quand tu as fait une carrière comme ça et de rester, on va dire, les pieds sur terre,
trouve que c'est beau. Donc du coup, il faut qu'il soit sur mon podium. Voilà, donc ça c'est 3. En 4, aussi pour l'ensemble de sa carrière et le talent que je trouvais qu'il avait, je vais mettre Yannick. Yannick Ferreira Carrasco, du coup. Je vais le mettre en 4. Et après, je vais boucler mon podium avec un joueur qui n'a pas fait la carrière que je pense qu'il aurait dû faire, que j'ai cité en plus ça pas très longtemps parce que j'ai fait un podcast. Et pour moi, de loin, c'est le joueur qui a le plus gros potentiel et qui a été le plus impressionnant, c'est Paul-Georges Ntep. Ah Et oui, voilà. Je vais clôturer mon podium oui, oui. avec lui parce que vraiment, comme je vous ai dit, Yannick il me faisait galérer à l'entraînement, mais Ntep, c'était un cauchemar, vraiment un cauchemar. Et quand lui, t'es dans son équipe, t'es vraiment content. Parce que moi, au Cerf, on fait une saison difficile, mais lui, à lui tout seul, il a porté l'équipe. Les 6 mois où je jouais avec lui, il a porté l'équipe. Il jouait tout seul, il prenait le ballon comme s'il jouait à la PlayStation, il driblait tout le monde, il marquait, il faisait des passes D. Et après, à Rennes, la saison d'après, il a fait un bordel incroyable en Ligue 1. Un joueur vraiment impressionnant, des qualités incroyables. Vraiment tout, techniquement, physiquement, une machine de guerre. Donc du coup, je vais clôturer mon podium avec Paul-Georges Ntep. Voilà. Belle liste. Moi, je te remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, Bah, c'était un plaisir. C'était un plaisir. Voilà, en plus, je dis, je le répète, Monaco, ça reste le club dans ma carrière où je suis le plus fier d'avoir porté les couleurs. Et honnêtement, voilà, aujourd'hui, de faire cette interview avec vous, c'est encore me remémorer ces bons moments et cette chance d'avoir été monégasque, parce que vous faites que les monégasques. Donc, du coup, c'est ma chance. Voilà, donc merci alors, à vous. Merci excuse-moi, d'avoir il y a pensé à moi. il y a Fred qui a pas posé les siennes par C'est contre. pas- Je suis désolé. Il y avait encore 4 J'attends, questions. j'attends. Voilà, Alors, voilà. Vas-y, d'après Fred. d'après toi, qu'est-ce qui t'a manqué pour évoluer en Ligue 1? D'être meilleur offensivement. J'ai le coach qui a décidé de me replacer latéral droit, Jean-Marc Furlan, il trouvait que j'étais bon techniquement, mais que j'étais pas du tout assez efficace offensivement. Donc très peu de passes D, très peu de buts, donc il me met latéral droit. Et en fait, je me suis vite mis dans ce rôle de défenseur et vite mis dans l'âme du défenseur. Et du coup, j'ai complètement oublié qu'à la base, j'étais un joueur formé offensivement et que j'étais un joueur offensif tout simplement. Et du coup, je défendais beaucoup. Et après, toute ma carrière, elle était centrée sur bien défendre. C'était pas comme aujourd'hui, on demande aux latéraux de bien attaquer, de faire des centres, d'être comme des numéros 10. Moi, dans ma tête, c'était pas ça. C'était défenseur. Tu défends, il y a un mec qui va être numéro 11 ou peu importe, mais qui va être sur ton côté, qui va vouloir te mettre la misère, fais en sorte qu'il ne fasse rien du tout du match. Voilà, moi, c'était ça mon état d'esprit. Et je pense que c'est là où je manquais pour aller plus haut. Et Furlan me le disait très bien, il me dit, défensivement, allez, 70%, 80%, tu peux jouer en Liga. Mais offensivement, bidon, 20%, 30%. Et du coup, c'était pas faisable. Je sais pas si vous vous rappelez de certains de mes matchs, mais si je faisais 3 matchs dans 3 centres dans le match, j'avais fait beaucoup, quoi. Voilà, moi, je me concentrais beaucoup sur mes tâches défensives. Et ouais, je pense vraiment qu'il m'a manqué le côté offensif. Ouais, c'était pour te servir l'as de l'autre côté, en fait. Ouais, et encore, j'ai l'impression que justement, comme je défendais tellement et que je montais pas, tous les mecs qui jouaient l'autre couloir, ils se la foutaient en l'air, ils faisaient que monter parce qu'ils étaient de toute façon, Eric, il monte pas, il reste en place. Donc, du coup, au moins, je fais toujours la balance. Donc, du coup, c'était vraiment tranquille. Hein. Ils étaient vraiment tranquilles de ce côté-là. Après, j'ai pas eu de coach qui ont forcé aussi pour me dire, ah non, il faut que tu montes absolument, sinon ça pose un problème ou tu vas pas jouer. En fait, ça convenait à tout le monde au final. Hein. Tu restes là, tu joues, et au final, dans tous les clubs où je suis passé, plus ou moins, j'ai toujours été un titulaire indiscutable. Hein. J'ai toujours fait une trentaine de matchs, donc c'est que quelque part ça suffisait, mais que pour la Ligue 2 et pas pour le dessus, ça c'est sûr. As-tu des projets dans le foot pour l'avenir? Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Voilà, aujourd'hui, je vous ai dit, je travaille dans les assurances, donc ce qui fait que du coup, je suis encore pleinement dans le football. Je travaille avec des joueurs, avec des agents, donc je suis encore dans ce monde de football dans lequel je baigne depuis tout petit, mais j'ai pas de projet particulier dans le football, ni coach, ni quoi que ce soit. Non, c'est pas du tout, non, vraiment pas. Faut assurer les joueurs d'AS Monaco, parce qu'avec tous les blessés. Eh ben on en a pas mal. Après, le secret Ah ouais? professionnel fait que je peux pas vous les citer, Mais mais oui, non, mais oui, pas de souci. mais on a pas mal de joueurs de C'était pour la blague.
Assuré chez nous, mais c'est pas une blague malheureusement. Mais on en a pas mal d'assurés chez nous. Ouais. Ok. Que penses-tu du foot actuel? Euh, Alors, le foot actuel, je pense qu'il est totalement différent de ce que moi j'ai pu vivre. Que les mecs sont beaucoup plus athlétiques, je trouve, qu'avant. Je trouve qu'il y a. En fait, c'est tous des machines. En fait, déjà, ils sont tous avec leur truc là pour voir combien ils courent, à quel sprint, les intensités, etc. Nous, s'il n'y avait pas ça, nous, c'était rare qu'un mec il joue avec leur truc là. Et du coup, je trouve qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus des athlètes que nous. Après, je trouve qu'il y a peut-être moins de techniciens, à part les génies hein, qu'on connaît, bien évidemment. Mbappé, que je citais, qui est pour moi mon top joueur aujourd'hui. Enfin, tous ceux qui sont les meilleurs aujourd'hui, qui ont forcément ce plus, mais je trouve qu'il y a moins de créativité. Voilà, avant, même dans une équipe moyenne, même de Ligue 2, tu allais trouver un ou deux joueurs qui ont cette petite finesse technique, qui allaient débloquer un match et tout ça. Je trouve que ça se perd aujourd'hui sur les matchs que je vois. Je trouve que c'est beaucoup plus athlétique et un peu moins technique. Voilà, c'est ma petite vision que j'ai aujourd'hui du football. Après, il y a les choses ont changé parce que les stats, elles comptent beaucoup plus qu'avant. Elles sortent beaucoup plus. Et du coup, bah, je trouve que voilà, c'est pour moi un football moins attrayant qu'avant. Je suis d'accord. Et du coup, Kylian, tu l'as peut-être vu au centre, toi? Je me rappelle pas je me rappelle pas de lui parce Ah, que je pense que quand j'y étais, c'était un bébé et du coup, bah, les petits du centre, on les croisait pas trop, quoi. On voyait que ceux qui montaient occasionnellement avec nous, mais les petits du centre, aucune idée. Je pense pas l'avoir croisé. La seule fois où je l'ai recroisé, il était déjà loin hein, parce que j'ai joué contre lui ma première année à Strasbourg en amical. Donc lui il était en équipe de France et eux c'était leur dernier match de préparation. Et du coup, bah, je suis retombé face à lui. Bon, je vous assure, il a joué peut-être à 10% parce qu'il m'a pas mis une accélération, rien. Il pensait qu'à son championnat. Du coup, ça s'est bien passé pour moi, mais c'est la seule fois où je l'ai croisé sur le terrain, où je l'ai vu vraiment visuellement. C'était ça. Il était petit, il avait 16 ou 17 ans. Voilà. parce qu'il avait Voilà. 13-14 ans hein, quand tu arrivé il avait 13 ans quand tu arrivé à Monaco, donc c'est pour ça. Ouais, non, je l'ai pas croisé. Je l'ai pas D'accord. croisé. Non, 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 je l'ai pas croisé. Alors, suis-tu toujours Non, non. l'AS Monaco? Et si oui, que penses-tu de l'équipe actuelle? Alors, je suis toujours. J'ai la chance, j'ai la chance de pouvoir venir à n'importe quel match en demandant des places un petit peu en avance. Donc, du coup, dès que j'ai l'opportunité, j'essaye de venir. Je viens au moins 4-5 fois dans l'année. Donc, ça, c'est aussi une grande chance. Quand je dis à Monaco, voilà, je suis bien reçu. Et pourtant, dans les clubs que j'ai fait, ma 3, il faut que je demande les places longtemps avant, ou sinon, faut pas la payer parce qu'on trouve des solutions, mais bon, c'est beaucoup plus galère qu'à Monaco. Donc ça, déjà, merci pour ça aussi auprès du club de nous accueillir comme ça, parce que c'est pas le cas dans tous les clubs. Euh, L'équipe, en soi, bah, je pense qu'elle les résultats, peut-être, ils sont peut-être pas. C'est peut-être pas de vos attentes, mais moi, sur le papier, je trouve que c'est une belle équipe. De voir un joueur comme Pogba aujourd'hui qui est cassé à Monaco, même si c'est pas encore le Pogba des grands jours, mais je pense qu'il est sur la bonne voie parce que sur les quelques minutes qu'il fait, on voit toute la Ouais, magie de, la de ce, salle. de ce joueur. Donc voilà, Pogba qui revient, quand tu arrives à faire venir un Ansu Fati, voilà, je pense que c'est une très grosse équipe, une grosse équipe solide sur le papier, et je pense qu'ils vont bien figurer d'ici la fin du championnat. Je pense qu'ils vont assurer, je pense. Moi. Espérons. Espérons. Ouais, je sais que vous l'espérez, et honnêtement, Ouais, non, mais je l'espère aussi. Après, ouais, enfin, moi, par rapport à mon parcours, aujourd'hui, enfin, enfin, quelque part, hein, je le mets bien entre guillemets, avoir participé à la reconstruction de Monaco, puisque quand tu as été sur les rues, c'est que tu as un petit peu participé. Donc, du coup, la remontée en Ligue 1, et aujourd'hui, ils sont où ils voulaient être, c'est-à-dire tout en haut. Après, Monaco, voilà, c'est Monaco, ils doivent finir sur le podium chaque année. Donc, je pense que c'est ce que vous aspirez à ça, vous les supporters et le club. Mais je pense que c'est vraiment leur place. Ouais.
Si je peux me permettre, ce qui est vraiment dommage, en ce moment, c'est les blessés. Il y en a beaucoup. C'est ça qui nous mine le championnat. Puis aussi, alors, Monaco, on connaît, hein, il y a besoin de vendre suite aux problèmes économiques, hein, de la rentabilité du stade, etc. Mais c'est vrai qu'on suit quand même pas mal de saignées. Et c'est vrai que c'est de vendre beaucoup. Alors là, c'est un peu moins depuis quelques années, mais de vendre beaucoup de joueurs, de tout recommencer à zéro, c'est vrai que c'est quand même assez compliqué, quoi. Surtout cette Bah, c'est année. sûr que oui, quand tu dois à chaque fois reconstruire pratiquement ton équipe de moitié, t'es pas sur la continuité, donc c'est compliqué. Mais après, comme c'est comme des joueurs d'un certain talent, il y a des fois le talent, ça fait aussi beaucoup. Donc non, je pense que moi je les vois vraiment pas loin cette année. Je pense vraiment qu'ils vont faire ce qu'il faut pour être sur le podium. Très bien. Troisième. Dernier. As-tu un mot pour les supporters monégasques? Attention. Pour les supporters monégasques, non. Après, honnêtement, les supporters monégasques, en fait, tout est particulier à Monaco. C'est un club à part surtout, et même les supporters, ils sont à part parce que Mm. au final, j'ai vécu un truc particulier aussi là-bas sur la première année où ils sont venus nous gronder au centre d'entraînement parce qu'ils n'étaient pas contents. Mais en fait, ils n'étaient pas contents et c'est normal parce qu'on était mauvais. Mais tu as vu que c'était vraiment des supporters passionnés. Il y avait beaucoup des très jeunes en plus, c'est ça qui m'avait surtout marqué. Mais tu vois que c'était vraiment des gens passionnés. Et du coup, bah voilà, de continuer comme ça. Même si on le sait que Monaco, c'est pas réputé pour avoir la plus grande ferveur des supporters, mais moi je trouve que j'ai trouvé des supporters vraiment passionnés et ça, j'ai trouvé ça beau, donc de continuer comme ça et ça fait du bien. Mais tu vois, Eric, c'est ça la grande force quand même chez nous. Regarde, quand tu vois que Fred, il est de la Drôme, Ah JV, oui, de la région parisienne, Laetitia, ah oui, qui est de oui, l'Europe, oui. comme ça. Non, non, clairement, les supporters de Monaco, c'est des vrais passionnés. Partout, ouais. Et du coup, bah, voilà, il y a d'autres supporters où, bah, voilà, moi j'ai connu Strasbourg. C'est vrai que la ferveur, elle est incroyable et les supporters, c'est des fous furieux. Mais honnêtement, Monaco, moi, je les ai trouvés touchants. Voilà, j'ai trouvé que c'était des supporters touchants. J'appréciais la fin des matchs où malgré qu'on soit pas bon, ils étaient là, toujours un mot gentil et tout ça. Et ce qui pourrait être différent dans certains clubs où quand ça se passe mal, ils vont vraiment t'allumer. Et là, franchement, à Monaco, même quand on était mauvais, j'ai pas senti ce climat-là, à part la fois où ils sont montés au centre d'entraînement, mais je les ai toujours trouvés bienveillants et toujours vraiment derrière leur équipe et leurs joueurs qui étaient pas bons à ce moment-là. Donc non, je garde de bons souvenirs des supporters de Monaco et bravo à eux. Bah, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Ah si, alors, j'ai un petit renseignement à demander à Eric. Vas-y, vas-y. Pourquoi est-ce que tu peux nous expliquer le délire capillaire de Marco Simone? Oh Ah, purée, oh, je peux pas t'imaginer comment je l'ai chambré avec sa coupe de fou. et même Euh, maintenant. non, mais en fait, c'est inexplicable. Et lui, c'est Marco, tu peux lui dire ce que tu veux. Dans sa tête, sa coupe, il est beau gosse, tu vois. Il est resté comme ça et du coup, tu peux rien faire. Et pourtant, vraiment, il devrait être comme moi à cette heure-ci, hein. Rasé, basta. Mais tant qu'il a 2 poils sur le crâne, il va pas lâcher. Il va te faire des franges, il va te mettre du gel. Et voilà, c'est Marco, le BG, Marco Simone. Garde, Italien. un beau gosse italien, ça a des cheveux, quoi qu'il arrive, même si on n'a pas beaucoup. Ah, voilà. Alors, Euh, moi, j'en ai un dernier sur un autre Italien, mais qui a pas de cheveux, c'est Andrea Raggi. André, André, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que c'est vraiment une légende, hein, chez nous, hein. Alors, il avait franchement, recruté. Andrea, honnêtement, j'ai vraiment très très bons souvenirs du gars. Le joueur, comme tout à l'heure, vous m'avez demandé par rapport au Campos, voilà, c'est vraiment pas un joueur qui m'a fait rêver. Mais par contre, quelle simplicité, quelle gentillesse. Tu peux parler de tout, tu déconnes avec lui. Enfin, voilà, tu n'as même pas l'impression de parler avec un joueur de foot. Je vais vous dire, quand je l'ai vu arriver, lui, quand il est arrivé, avec Ranieri, je croyais que c'était un dirigeant, pour vous dire. Quand je l'ai vu arriver, il était vieux. Je le Ouais, c'est trouvais ça. déjà vieux et franchement, je connaissais pas du tout le joueur. Je l'ai vu arriver, je me dis ouais, c'est sûr que ça doit être un de ses adjoints, hein, Ranieri, tu vois. Et au final, bah, il se prépare et tout. Je vois, il s'entraîne et tout. Je dis, c'est qui là, mais voilà, mais honnêtement, voilà. Après, c'est un joueur
de devoir. Il lâche rien sur le terrain. C'était joué pour l'expérience, mais pour moi, ça, c'est des joueurs, c'est des chiens. Il lâche jamais rien et tout. Mais vraiment, son côté humain, tu peux que l'aimer, ce joueur. Tu peux que l'aimer. Après, j'ai pas pu garder de contact avec lui. Je l'ai plus eu, mais en tout cas, c'était l'un de mes chouchous du vestiaire. Vraiment. Vraiment, vraiment. Ouais, dernier Vraiment. commentaire, hein, c'est que de ton époque, hein, Daniel Subasic, Nabil Dirar et André Aradji, Ouais. franchement, ils ont connu entre la remontée en Ligue 1, titre de Germain. champion de Ligue 2, Valère Germain, merci, du beau parcours en Ligue des Champions, du titre en Ligue 1. Franchement, Magnifique. c'est magnifique en fait. C'est nos Ah, légendes. Écoute, après, ça peut l'être des légendes, et c'est logique parce qu'au final, ça veut dire que tu es passé de la Ligue 2 jusqu'à champion de Ligue 1, c'est beau, et au final, c'est les seuls. Il n'y avait pas beaucoup de rescapés, mais après, ça reste quand même des joueurs euh, très talentueux parce que Souba, c'est un top gardien pour moi. Valère, la carrière qu'il fait, c'est que c'est un top joueur. Nabil, pour moi aussi, top joueur. Donc ouais, c'est logique qu'il soit dans vos légendes. Ouais, et le mérite. Il le mérite amplement. Vraiment. Le coup franc de Subasic ah ouais, à oh, Boulogne. Sérieusement. Sérieusement, c'est pas incroyable ça. Non, non, et en plus pareil. En plus, tous là, vous êtes supporters et tout, mais moi, pour avoir eu la chance de vivre dans le vestiaire avec eux et vivre même d'autres moments hors vestiaire, c'est des top gars. Et ça, quand t'es joueur, les victoires, les défaites, tout ça, les titres, c'est important, mais ce qu'on vit dans les vestiaires, ça a une importance aussi, hein, vraiment, vraiment grande. Et du coup, ces gars-là, vos légendes, c'est des top mecs. Vraiment, vraiment. C'est des top mecs. Mais Vraiment. totalement, le coach Ranieri a pu laisser Souba frapper un coup franc. C'était à la non, fin. Oh, c'était Simone en fait, qui il était là. n'était pas désigné. Souba, je pense que c'est le joueur. Déjà, il faut savoir que dans tous les clubs où je suis passé, les joueurs les plus fous, c'est les gardiens. Mais Souba, c'est le plus fou des gardiens que moi j'ai connu. C'est-à-dire que Souba, il a senti qu'il fallait qu'il tire, il a tiré. C'est pas à lui de tirer. T'as Souba, toujours tout. Il a dit je tire, il a tiré, c'est tout. D'ailleurs, elle n'est pas très Personne bien n'a dit tirée, c'est hein, bon. mais Ouais, Non, c'est mais tout. c'est Ouais, c'est rentré. ça. C'est rentré. Mais vraiment, Souba, c'est de loin, c'est le gardien le plus fou que j'ai connu. Mais pareil, voilà, c'est un mec. Franchement, si Souba, tu le connais pas en tant que joueur, tu passes une soirée avec lui, tu te dis, mais il sort d'où ce mec-là? Il fait que rigoler, il se fait que des blagues tout le temps. Voilà, c'est un mec qui. Pour sérieux, je l'ai croisé la dernière fois que je viens au match, je l'ai croisé au loin, je l'ai cherché partout pour le retrouver. Je ne l'ai pas retrouvé, j'étais dégoûté de ne pas pouvoir, de pas l'avoir trouvé et discuter avec lui parce que lui, c'était un vrai bon gars. Je vous dis, à Monaco, j'ai tout vécu. La galère, on est dernier. Après, avec cette arrivée-là, après des Russes, enfin, j'ai vraiment tout vécu, tout vécu. Vraiment plein d'émotions en peu de temps. Et j'ai rencontré des gars magnifiques. Vraiment. Super, parfait. Bah, si personne d'autre a une petite question à poser, on va pouvoir clôturer. Merci à toi en tout cas de nous avoir accordé de ton temps, hein, Franchement, je vous dis, c'était un grand plaisir pour moi. c'est- Vraiment ouais. un grand plaisir. Dommage, je n'avais pas plus de questions parce que j'étais prêt, j'étais chaud. Mais bon, voilà. Mais non, c'est agréable, je vous dis, agréable pour moi. Et voilà, et l'AS Monaco, voilà. L'AS Monaco, ça reste l'AS Monaco. J'ai très peu de maillots de moi, de ma carrière, mais j'ai un maillot de l'AS Monaco, hein, voilà. Donc voilà. Ah, et à la rigueur, tu peux nous raconter une petite anecdote bien croustillante, un bon gros dos. Franchement, c'est pas ça va pas être un dossier, mais c'est une expérience que j'ai vécue, qui m'a aussi marqué et ouais, que personne va pouvoir s'imaginer ça. Mais le match que je vais voir là, Barça? contre le Barça, c'est Ludo. Du coup, qui a son initiative, qui dit, les gars, je vais aller voir ce match-là, qui veut m'accompagner? Nous, on est tous comme des fous. Moi, sauf que il prend un jet privé, et du coup, bah, jet privé, on peut pas y aller tous, et là, c'est le vrai jet privé, c'est pas le jet privé où il y a toute une équipe, c'est le jet privé où t'es 6 dedans, 6 plus le pilote et l'hôtesse, et du coup, bagarre. Moi, j'ai eu la chance d'être un de ces petits rapprochés, du coup, j'ai pu y être, et en fait, il nous a fait vivre à ça, donc il y avait moi, il y avait Gary Koulibaly, il y avait Bache qui Oui, était l'intendant à l'époque, il y oui. avait Bache, donc Ludo, et c'était qui le sixième?
je me rappelle. Terence Makengo. Oui. Du coup, voilà, on est partis tous les 6. Et du coup, pour moi, ça, c'était, comme je vous dis, il y a les victoires, le football et tout ça, mais ça, c'est donc privé, d'ordre privé, mais qui nous est offert cette chance de pouvoir faire ça. Pour moi, ça fait partie de mes plus beaux souvenirs à Monaco. Et si c'est pas Ludo, bah, de toute façon, c'est la seule fois où j'ai pris un vrai jet privé, c'était là. Et du coup, c'était vraiment exceptionnel, jet privé. Après, chauffeur qui vient nous récupérer à l'aéroport. Après, bien évidemment, salon VIP de chez VIP à côté des joueurs. Donc, on a vu Messi, Alves, côte à côte. Oh, Vraiment, c'était total régal, total rêve pour nous. Donc, c'est pas une anecdote croustillante, mais c'est un moment que j'ai vécu qui a été vraiment magnifique pour nous. Signé Ludo Giuli. Voilà. oui. Voilà. Normal. Et t'as dit tout à l'heure que t'avais pris 5 matchs de suspension, t'as dû y aller fort, non? Fort, oui, parce que le joueur il a été blessé, le pauvre Vincent Manceau, je l'ai blessé. En fait, mon geste, bon voilà, j'étais un défenseur rugueux, mais pas méchant, parce qu'au final, dans toute ma carrière, j'ai pris que 2 cartons rouges, dont celui-là qui a été un rouge direct, et sinon, l'autre rouge que j'avais pris, c'était sur 2 jaunes. Donc sur 14 ans, c'est pas violent, donc j'étais pas un défenseur méchant, mais là, je suis en retard, c'est un match où bon, on est malmené en plus à domicile. Il récupère le ballon, Vincent Manceau, et en fait, en repartant, je pense être à l'heure pour anticiper sa relance. Et au final, je loupe complètement mon tac et je termine sur sa cheville. Donc, c'est un geste très maladroit et le rouge, il est amplement mérité. Et mes 5 matchs aussi avec, quoi. Donc, Comme Camara sur Chevalier. sûr. Sur Chevalier, le week-end dernier. Ouais, exactement. Voilà. Donc voilà, mais ouais, il était mérité. Et voilà, c'était un geste maladroit et pas méchant, parce que j'étais pas un défenseur méchant, ni un joueur méchant. Oui, on s'en souvient. Non, franchement, merci beaucoup en tout cas de ta participation et on n'a pas oublié et vraiment merci voilà, de ton temps. Avec grand plaisir. Et du coup, moi, je vais aussi suivre ça, puisque bah, vous m'avez cité les noms qui s'étaient passés avant. Donc, du coup, je vais regarder aussi les prochains pour voir qui va venir à votre micro. Et voilà, je vais suivre ça. En tout cas, c'est bien ce que vous faites. C'est cool. Et c'est un moment sympa. Donc, voilà. Merci beaucoup, Merci. c'est gentil. Merci à vous. Merci Chers à vous. auditeurs, on se retrouve bientôt pour le prochain débrief. Ça sera en Ligue 1. Voilà, donc passez une bonne soirée et on vous dit à très bientôt. Et encore merci à toi, Eric, de ta participation. Bonne soirée à tous. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Bonne soirée.